Vit-on une crise démocratique? Cette question a agité le monde politique ces derniers jours. C'est Laurent Berger qui a lancé la formule. Juste après avoir quitté la Réunion qu'Elisabeth Borne voulait exploiter pour s'afficher en pleine réconciliation avec les organisations syndicales. On est en train de vivre une grave crise démocratique et on avait une crise sociale qui se transforme en crise démocratique. Macron lui a répondu depuis la Chine. Le Monde rapporte ses propos. Qu'un président élu, avec une majorité élue, certes relative, cherche à mener un projet qui a été porté démocratiquement, ça ne s'appelle pas une crise démocratique. Si les gens voulaient la retraite à 60 ans, c'est pas moi qu'il fallait élire comme président de la République. Le reste de la Macronie a embrayé. Quelle crise ? La crise sociale, il n'y a pas de crise sociale? Il y a une crise sociale, il y a un conflit social. Mais j'entends parfois qu'il y a une crise politique, une crise démocratique. Il n'y a pas de crise démocratique. Le texte, il a suivi un cheminement parlementaire. Le refrain du « c'est légal, donc ça va ». C'est conforme à la Constitution, donc je t'emmerde. Bon déjà, on verra dans une semaine à quel point c'est conforme à la Constitution. Vous n'entendez pas ce que disent les Français sur le recours au 49.3, sur une forme de, de distorsion du lien entre les représentants politiques, le peuple? Vous êtes totalement aveugle et sourd à tout cela. Et oui, on se demande où se trouve et où s'exprime la volonté générale. Parce que là, la réforme des retraites passe d'un coup de menton présidentiel, sans majorité parlementaire ni soutien populaire, ça nous met évidemment face à un problème démocratique. On l'a déjà évoqué, on retrouve deux conceptions de la démocratie qui s'affrontent implicitement. L'une, rabougrie, insiste sur la seule légitimité des représentants issus de la procédure électorale. Cette réduction de la notion de démocratie risque d'entraîner le gouvernement sur la pente de l'illibéralisme du « j'ai été élu, j'ai raison, j'ai tous les droits », a fortiori quand la soi-disant majorité politique n'est en fait qu'une fraction sociale minoritaire de la population. Là, nous avons respecté le chemin du droit. Alors, l'autre conception de la démocratie, élargie si on veut ou complexifiée, donne une large place au contre-pouvoir, à ces différentes institutions et pratiques qui équilibrent la décision majoritaire et qui permettent de donner la parole au peuple en dehors des seules périodes électorales. L'historien Pierre Rosanvallon est un grand théoricien français de ces institutions formelles ou informelles nécessaires à un déroulement plus continu de la vie démocratique. Circuler, il n'y a pas rien à voir le lendemain des élections. Mais ça ne suffit plus. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que justement, des sociétés qui vivent, donc il faut en permanence inventer de nouveaux moyens de donner la parole de façon permanente au peuple. Ça veut dire l'opinion, mais ça veut dire aussi des manifestations, ça veut dire aussi des corps intermédiaires, des pétitions. Dans cette perspective, différentes organisations, nationales ou internationales, qui défendent les droits de l'homme et les libertés publiques, ont alerté sur le maintien de l'ordre français. Défenseurs des droits, Conseil de l'Europe ou encore rapporteur spécial de l'ONU. Ces violences policières doivent donc aussi être interprétées comme des dissuasions de manifester, qui est pourtant un des modes d'expression légitimes du peuple. C'est une réponse policière à une crise politique provoquée par la volonté d'imposer une réforme néolibérale à un corps social qui n'en veut pas. Alors vous parlez de la Ligue des droits de l'homme, je ne connais pas les subventions données par l'État, mais effectivement je pense que ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener. Le moment le plus inquiétant de cette dérive autoritaire, c'était mercredi, quand le ministre de l'Intérieur s'en est pris à la Ligue des droits de l'homme, par des menaces à peine voilées sur ses financements publics. La Ligue des droits de l'homme est une association qui protège les droits des individus contre les dérives du pouvoir. Et ce, quelle que soit la majorité politique qui l'exerce. Des centaines d'intellectuels ont demandé au président de désavouer publiquement son ministre. Dans la foulée, on apprenait aussi que la pétition pour la dissolution de la Bravem avait été classée par la commission des lois. Il y a une volonté, je crois, extrêmement forte d'attaquer les institutions de la République, d'attaquer la démocratie. J'essaye de démontrer dans le journal du dimanche, je vais essayer de le faire ce matin, que l'extrême gauche essaye d'avoir, par le désordre, ce qu'elle n'a pas pu avoir dans les urnes. Dans toute cette affaire, il y a eu un véritable tournant avec le recours au 49.3 pour contraindre l'Assemblée nationale à adopter sans majorité le texte sur la réforme des retraites. La stratégie du pouvoir est alors rentrée dans une nouvelle phase, où il s'agit de prétendre que l'opposition politique et sociale menace la stabilité des institutions démocratiques, notamment en s'appuyant sur les dégradations et violences en manifestation.
Il y a là une grossière inversion accusatoire, mais qui est une réaction à la transformation du mouvement social lui-même, qui, grosso modo, depuis le 49-3, a connu dans ses modes d'action une certaine autonomisation par rapport au rythme hebdomadaire fixé par l'intersyndicale, ce qui a notamment été rendu possible par l'entrée dans la lutte plus franche des lycéens et des étudiants. La surprise, c'est que cette extension, en même temps que ce regain d'intensité, s'est opérée non par un élargissement des revendications sociales, mais sur la base d'une motivation politique, qui part du constat à la fois du forçage du Parlement, mais aussi de la surdité à l'égard des modes d'expression populaires non électoraux. Il y a encore quelques semaines, on pensait qu'il serait peut-être plus facile d'étendre la mobilisation, en élargissant les revendications sociales, par exemple à des questions de pouvoir d'achat en général, au blocage des prix de l'énergie, ou encore au blocage des loyers. Là, on a une mobilisation sociale qui se nourrit plutôt de la dénonciation du déni de démocratie et des violences policières. Cette réforme, en fait, elle est viciée. Elle est viciée au fond. Il n'y a pas eu de négociation avant avec les syndicats. Il n'y a pas eu de vrai état des lieux économiques qui justifie et légitimerait cette réforme. Le débat démocratique n'a pas eu lieu. Et puis surtout, il y a une écrasante majorité de la population qui est opposée avec une mobilisation sociale historique. On a donc un mouvement social qui se retrouve à défendre les libertés démocratiques de base face aux menaces d'un pouvoir qui ne cesse pourtant de s'en réclamer dans les mots pour mieux dénoncer son opposition politique. Jean-Luc Mélenchon entend jouer cette carte, notamment pour opérer un rapprochement avec la CGT, dont le changement de direction est selon lui l'occasion de repartir sur de nouvelles bases. La convergence ne doit pas être interdite. Et pourquoi pas alors mettre sur la table une idée? Est-ce que tous nous n'avons pas, à cette étape, le sentiment qu'il pèse sur les libertés publiques un grand danger? Dans son dernier Point politique sur sa chaîne YouTube, où il cite abondamment la nouvelle secrétaire générale de la CGT, l'insoumis numéro 1 cherche un chemin de crête entre la nécessité de respecter la volonté syndicale de s'en tenir à des revendications sociales et la nécessité de prendre la mesure de cette évidente politisation du mouvement social. Le préambule de 1936 de la CGT dit « La CGT se réserve le droit de répondre favorablement ou négativement aux appels qui lui seraient adressés par d'autres groupements en vue d'une action déterminée. Sa neutralité à l'égard des partis politiques ne saurait impliquer son indifférence à l'égard des dangers qui menaceraient les libertés publiques. » Selon Mélenchon, il faudrait faire cette jonction autour de la question des libertés pour pouvoir combattre une convergence des droites qu'incarnerait un Gérald Darmanin, faisant de lui un Trump ou un Bolsonaro à la française. Intégration de thématiques politiques au mouvement social, qui d'ailleurs n'empêche pas de penser conjointement son extension à partir d'un élargissement des revendications sociales. La mobilisation sociale a certes déjà quelques effets politiques intéressants. On peut penser au report du projet de loi Asile et Immigration, ou encore à la suspension du SNU obligatoire, avec des petits plus symboliques comme l'annulation de la visite du roi Charles III. Mais c'est manifestement insuffisant pour faire reculer le gouvernement sur le cœur de son projet de réforme. Et je pense pas que ce soit eux qui nous sauveront la vie. À la semaine prochaine.